Alors, on va passer à la deuxième communication de cette séance. Cette fois-ci, ce sera le bon titre, c'est-à-dire là, il va être question de Jean Sablon. Et cette fois, c'est Pierre Fargeton, qui est maître de conférence HDR en musicologie à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, chercheur à l'IHRIM. Il a publié l'ouvrage, entre autres, l'ouvrage André Oder, Le jazz et son double, puis a obtenu des prix aussi, notamment de l'Académie de jazz. Il a fait aussi une somme critique du jazz, mais en fait une somme consacrée à l'étude aux critiques de jazz. Voyons, Hugues Panassé, excuse-moi, je suis fatigué, je suis décalé, mais c'est bon. Mi-figue, mi-raisin. Alors, ça, je ne connaissais pas cet ouvrage, ça m'intéresse beaucoup. Je vais m'arrêter là pour la suite. Regardez dans la biographie les nombreuses publications de Pierre Fargeton. Mais aujourd'hui, on va vous écouter sur Jean Sablon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Merci pour votre invitation et pour la belle organisation de ce colloque. Alors, plusieurs collègues ont pris soin de préciser n'être pas musicologue. Alors moi, je suis bien musicologue, mais en retour, je tiens à préciser que je ne suis ni acousticien, ni phonéticien, ni spécialiste de la voix, ni de l'analyse du signal, et que je suis donc un grand débutant en matière d'outils numériques d'analyse de la voix, puisque à l'occasion d'une délégation CNRS à l'IRCAM cette année, j'ai découvert seulement cette année donc les outils de séparation de sources d'Axel Rebel, que je remercie à cette occasion, et j'ai commencé à apprendre à les exploiter avec le logiciel partiel développé par Pierre Guillot à l'IRCAM. Donc indulgence requise si mes analyses comparées sur Jean Sablon et les crooners ne sont pas aussi poussées qu'il le faudrait. Pour moi, c'est un commencement. Alors j'entre, ceci étant dit, dans le vif du sujet. Depuis le début de sa notoriété états-unienne au milieu des années 30, Jean Sablon est renvoyé outre-Atlantique à la figure du crooner, c'est-à-dire du chanteur de charme à l'américaine. En 1939, il est le crooner des Champs-Élysées. En 1947, il est encore le crooner coup de cœur. Comme on le voit donc, French crooner ne paraît pas être un oxymore pour les Américains. Gaulois semble même être au contraire le compliment par excellence. Lorsqu'on se livre à une petite revue de presse américaine sur Jean Sablon, on cerne cependant rapidement que sa réception est ambiguë. Il est à la fois systématiquement renvoyé à sa francité et fréquemment ravalé à des prototypes états-uniens, principalement Bing Crosby et Frank Sinatra. Ce qui prédomine néanmoins, c'est son caractère romantique dans son acception américaine, c'est-à-dire séduisant, avec une forme de sensualité qui doit être aussi consensualité. La figure du troubadour est assez souvent convoquée pour indiquer une sorte d'amour courtois remis au goût du jour moderne. Lonely Troubadour était d'ailleurs l'un des premiers succès du crooner états-unien Rudy Vallée dès 1929. Deux termes cruciaux reviennent aussi souvent. Le croon, qui signifie murmurer, fredonner, roucouler, mais aussi swoon, tomber en pamoison ou se pâmer. Alors, dans l'imaginaire genré de l'industrie américaine, ce sont évidemment les femmes qui se pâment devant le chant séducteur des crooners, que ce soit plutôt les jeunes filles, les Bobby Soxers, plutôt fans de Bing Crosby, ou les jeunes femmes en bas de nylon, et l'impresario de Sablon ne s'y trompe pas en le vendant aux États-Unis comme l'idole des nylon Soxers. Idole des nylon Soxers, donc, mais Sablon est aussi l'idole du microphone, ce qui nous rappelle que pour les Américains d'alors, les qualités de la voix sont d'abord la matérialisation sonore de la beauté physique. Une belle voix, c'est un beau physique, c'est en tout cas ce qu'elle doit incarner et ce qu'elle doit promettre, comme le montrent plusieurs coupures de presse qui font le lien systématique entre la beauté de la voix et le physique romantique. Le point commun le plus évident, donc, entre Sablon et les crooners américains, c'est d'abord une voix comme métaphore d'un corps masculin ambivalent, comme vecteur d'un persona de chanteur de charme, à la fois image d'une masculinité irrésistiblement séduisante et sensuelle, plus proche de l'auditeur que la puissante vocalité lyrique à l'européenne, mais d'un autre côté, image d'un chanteur trouble sur le plan du genre, parce que la légèreté de son timbre est souvent décrite comme féminisée, voire émasculée, métaphorisant pour une certaine Amérique conservatrice et puritaine la supposée artificialité décadente des chansons commerciales qui composent son répertoire, comme l'explique Alison McCracken dans le livre de référence sur les crooners, Real Men Don't Sing.
Voilà donc pour les nombreuses convergences sur le plan des représentations. Qu'en est-il maintenant des convergences plus concrètes sur le plan du style vocal entre Sablon et les crooners américains ? Pour le tester, il faut aller voir chez les principaux, à commencer par celui que Sablon révéra en premier, Jack Smith, surnommé Whispering Jack. Sablon le découvrit sur les ondes de la BBC en 1927 et il écouta religieusement ses disques pendant son premier voyage en Amérique latine en 1928. Dans une interview américaine 20 ans plus tard, la presse nous indique même un enregistrement en particulier qui aurait marqué Sablon, celui de Blue Skies, gravé en 1927. Donc, aubaine pour nous, puisque voici un banc d'essai tout trouvé pour débusquer les particularités les plus saillantes du style de Jack Smith, qu'il s'agira ensuite d'aller chercher chez Sablon. En écoutant la version de Smith, confrontée à une transcription diplomatique de la mélodie, ce qui frappe le plus immédiatement, c'est la deuxième salve verse-chorus, qui est à droite là sur mon diapo, dans laquelle 74% de la mélodie, c'est ce qui est en rouge là dans ma transcription, 74% de la mélodie n'est délibérément pas chantée, contre 18,5% pour le verse et le chorus d'exposition, et 10% pour le chorus de réexposition, soit des taux de variation ou plutôt d'extemporisation, comme on dit dans le jazz, assez courants. Alors que fait Smith quand il ne chante pas la mélodie ? Eh bien le plus surprenant, c'est qu'il chuchote. Alors on en a un exemple frappant dans le pont du deuxième chorus que je vous fais écouter. I never saw the sun shining so bright. I never saw things going so right. Noticing the clouds up in the sky. When you're in love, how they fly. Voilà, un exemple qui prouve que bien avant l'usage du microphone sur scène, ce qu'on est en 1927, il prend conscience de la spécificité déjà pré-microphonique du studio, qui permet, en se rapprochant de la source de captation de la voix, de créer un effet de proximité extrême au prix d'un renoncement presque total de toute projection vocale. Alors, en dehors des phrases chuchotées, les phrases que Smith ne chante pas sont soit parlées, soit déclamées, dans un entre-deux qui fait tout le charme de ce chanteur. En effet, ce qui caractérise le plus Jack Smith est l'imprévisibilité de ses effets et la frontière toujours poreuse entre le parler déclamé et le chanter. Par le biais du sonagramme, on voit que les phrases déclamatoires qui négligent la mélodie conservent néanmoins un régime d'intonation extrêmement varié, qui apparente ainsi le parler à du chanter et brouille la frontière ou le passage de l'un à l'autre. Dans la première phrase du deuxième verse, par exemple, il y a un écart de 165 Hz, soit l'équivalent d'une 13e, entre le sujet grammatical, I, et le verbe care, I should care. Now I should care if the wind blows east or west. La phrase suivante montre que cette alternance grave-aiguë est délibérément recherchée, creusée, sans doute pour rapprocher la déclamation du chant et faire en quelque sorte oublier que la mélodie n'est en réalité pas chantée du tout. And I should fret if the worst looks like the best. Voilà. Bon, quand il y a les instruments autour, on s'en rend encore moins compte, hein, et on peut avoir l'illusion qu'en fait il est en train de chanter, ce qui n'est pas du tout le cas. On trouve aussi une technique inverse d'effacement de la mélodie. Sur la troisième phrase, Smith produit une sorte d'effet de recto-tono en stabilisant sa déclamation autour de 131 Hz, soit un équivalent de la note Do, qui n'a aucun sens par rapport à la mélodie originale que vous voyez en dessous, Ré, Ré, Fa, Fa, Sol, La, La, Fa, Ré, Si. Lui, il chante une espèce de vague Do permanent. And I should mind if they say it can't be true. Voilà. Enfin, d'une intonation à l'autre, on remarque aussi qu'une sorte de seuil grave identifie fortement le style vocal de Smith, avec un retour périodique à des sons entre 60 et 80 Hz, un peu comme une zone pédale de fréquence, souvent très appuyée, emphatique, voire chevrotante. I should smile, and that's exactly what I'll do. Voilà, si on regarde la F0, elle revient périodiquement à un seuil qui est toujours compris entre cette fourchette de fréquence. Au final, donc, avec une technique vocale assez minimale, la variété expressive de Smith est extrême et brouille les repères habituels, ce qu'Alison McCracken formule ainsi: les crooners ont déjoué les hiérarchies culturelles, masculin, féminin, mécanique, naturel, esprit, corps, artificiel, authentique. Tout ça est complètement brouillé. Et voici un aperçu un peu plus dans la longueur de ce brouillage dans Blue Skies, où il est particulièrement manifeste lorsqu'on isole la voix.
Donc vous pouvez regarder soit le sonagramme en haut où j'ai mis en bleu les seules syllabes qui sont chantées, soit dans la transcription où je les ai mises en vert. Now I should care if the wind blows east or west, and I should fret if the worst looks like the best, and I should mind if they say it can't be true. I should smile, and that's exactly what I'll do. Blue sky. Voilà, pour un aperçu dans la longueur de la variété du style déclamatoire ou chuchoté ou parlé ou fredonné de Smith. Alors, si l'on regarde les sons chantés maintenant, si l'on observe le premier vers et le premier chorus, c'est-à-dire l'exposition, où la mélodie est globalement chantée à peu près fidèlement, on constate d'abord que les appuis principaux, les downbeats, les premiers temps des mesures, sont presque systématiquement attaqués par en dessous, avec un fossé d'environ 1 octave entre la fréquence d'attaque et la fréquence réelle, la fréquence visée, comme si l'on n'entrait jamais dans le son qu'en se hissant paresseusement du silence. C'est particulièrement visible et audible dans les premières phrases, où chaque couple de 2 mesures commence par cette sorte d'inflexion lente. Le voici dans les 2 premiers. I was blue, just as blue as I could be. Voilà. Deuxième exemple dans les 2 phrases qui suivent. And every day was a lonely day for me. Voilà. Chaque downbeat, chaque premier temps de la mesure est marqué par cette inflexion très en dessous. C'est encore plus accusé dans la 3e phrase où le mot skies s'étire à lui tout seul entre 84 et 227 Hz. Skies were grey, but they're not grey anymore. Voilà, donc cette grande élasticité qui part toujours du très grave. Si l'on regarde le refrain maintenant, le chorus, a priori plus propice à la mélodie puisque c'est la partie destinée à être retenue et fredonnée par l'auditeur, on constate que chaque son, un minimum stabilisé, est très peu soutenu. Toutes les tenues sont pauvres en harmonique et tiennent précisément très peu puisqu'elles s'éteignent très vite et elles trouent même de silence des syllabes usuellement enchaînées. Nothing but blue, par exemple, devient quelque chose comme nothing but blue, très haché. Blue skies smiling at me. Nothing but blue sky do I see. Voilà. Si l'on résume les caractéristiques saillantes de Smith, on a donc pas de projection vocale, peu ou pas de soutien, très peu de vibrato, son pauvre en harmonique, alternance imprévisible de son voisé et non voisé, de son chanté et non chanté, retour périodique à ce que j'ai appelé une zone pédale de fréquence grave, grande variété d'intonations déclamatoires et ambiguïté permanente entre le parler déclamé et le chanté. Changeons de crooner maintenant et observons maintenant un enregistrement typique de Rudy Vallee, grande célébrité du début des années 30, première idole de la pop selon Alison McCracken. Alors, à rebours complet de Jack Smith, on observe chez Vallee une voix assez soutenue qui prononce toutes les consonnes avec une certaine préciosité, qui développe pas mal d'harmoniques, avec une certaine intensité, notamment dans la zone du 8e au 10e harmonique, de façon assez stable et régulière, avec qui plus est un vibrato systématique sur chaque note. L'amplitude est de l'ordre du ton et la vitesse d'oscillation d'environ 8 oscillations par seconde. Seul vague point commun avec Smith, quelques légères inflexions inférieures sur l'attaque de certaines notes, mais qui, contrairement à Smith, ne sont jamais de nature à jeter la moindre équivoque entre le parler ou le déclamer et le chanter. Le style vocal de Vallee est un style exclusivement chanté, avec qui plus est un respect très littéral du texte mélodique. Avec un timbre extrêmement léger, doucereux, sans puissance, mais avec une recherche d'élégance et d'après, le style de Rudy Vallee a finalement quelque chose de très classique européen dans sa manière de rechercher une forme de préciosité et de distinction, une sorte de bel canto microphonique, si vous voulez. Voici un aperçu. You're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. Voilà,
Donc ça nous permet de faire une première catégorisation, c'est que là où Smith illustre surtout l'une des significations du terme crooning, le susurrement, Vallée illustre plutôt un autre sens du terme crooning, qui est plutôt le sens de la roucoulade, c'est-à-dire un chant léger et séducteur, un peu emphatique, peut-être même ampoulé. L'un est plutôt dans l'antipathos, quand le second est plutôt dans le pathos, aspect qui prédomine dans la caricature que la Warner Bros. Fait de Rudy Vallée dans un dessin animé de 1932 qui s'appelle Crosby, Colombo and Valley, dans la série des Merry Melodies. Hi-ho, everybody. A song that you and I someday can glorify into a lullaby. This is my love song. Voilà, alors j'ai catégorisé avec deux pôles un peu extrêmes, mais je voudrais pas être trop binaire, donc je vais prendre un troisième et dernier crooner avant de passer à Sablon, qui, à travers un enregistrement représentatif du style de Bing Crosby, qui s'est peu à peu imposé au détriment de Vallée comme une figure plus virile et donc peut-être pour l'Amérique puritaine plus acceptable du crooner américain. Pour ce faire, j'ai pris Just a Gigolo de 1931. Alors le point commun majeur avec Smith, ce sont les inflexions par en dessous à l'attaque des notes sur les temps forts. L'entrée du chorus, par exemple, voit la note réelle visée attaquer une tierce majeure en dessous, un sol au lieu d'un si. La vocation de cet effet chez Crosby, plus que mélodique, est à mon avis d'ordre rythmique. Elle déplace imperceptiblement l'appui mélodique de la note réelle par rapport à la pulsation. Au lieu d'arriver sur le point métrique où elle devrait arriver, elle est un peu déphasée. La différence majeure, au contraire, avec Smith, se constate par la présence d'un vibrato très net sur la plupart des valeurs longues, de l'ordre du ton, assez resserré, 6 oscillations par seconde environ. La projection vocale, sans être très puissante, est également beaucoup plus marquée que chez Smith, où elle était inexistante, et elle se matérialise par un développement assez constant des premiers harmoniques et par l'emphase expressive des notes les plus graves. Je suppose que c'est ce que Drew Nobile a appelé hier le caractère sob. Le timbre un peu enroué de Crosby rompt en tout cas radicalement avec le timbre précieux ou apprêté, cultivé par Rudy Vallée. Just a gigolo everywhere I go. Voilà. Faut l'imaginer avec son chapeau, son Stetson et son chapeau de cow-boy, qui participe à son identité un peu plus virile, entre guillemets. Crosby a aussi sa propre manière de flouter la frontière entre le déclamé et le chanté. Le sonagramme, en effet, permet de comprendre ce qu'on a du mal à entendre à l'oreille rapprochant spontanément certaines fréquences des hauteurs tonales attendues. La technique de l'inflexion inférieure à l'attaque d'un temps fort est en réalité étendue chez Crosby à des pans entiers de la phrase, où la note réelle n'est atteinte qu'au terme de plusieurs paliers successifs d'inflexion inférieure. Les fréquences observées ici, grâce au repérage des points extrêmes de la F0 sur chaque syllabe, n'ont absolument aucune fonction tonale, elles n'ont d'ailleurs absolument aucun sens par rapport à l'harmonie. Elles sont pur effet expressif de swooning. Swooning, c'est la pamoison, mais c'est aussi l'alanguissement, donc une forme d'élasticité rythmique qui participe au phénomène du swing. Enfin, Crosby utilise à de très nombreuses reprises un ornement que j'appelle mordant yodelé, parce qu'il est de l'ordre du mordant simple, c'est-à-dire du battement rapide entre la note réelle et une autre note généralement proche, voire conjointe, et parce qu'il s'effectue sous la forme d'un coup de glotte, assez voisin d'une technique de yodel, un aspect stylistique qui deviendra d'ailleurs idiomatique chez les premiers chanteurs de rock'n'roll. Aidé donc des informations données par l'analyse du sonagramme, on peut les réinjecter dans une transcription traditionnelle qui n'a absolument aucun sens solfégique ni auditif, ce serait vraiment ridicule de les faire jouer par un instrument par exemple, mais qui permet de matérialiser la distance entre le modèle abstrait que vous avez en haut, People know the part I'm playing, et la performance en fait réelle de Crosby. Qui People know the part I'm playing. Voilà. Ce que l'on perçoit donc déjà à travers cette première approche de trois crooners américains, Smith, Vallée, Crosby, c'est que l'appellation ne recouvre absolument pas un style vocal
l'appellation de crooner ne recouvre pas un style vocal homogène. Alors ça n'empêche pas néanmoins de chercher des convergences entre la manière de Sablon et celle de chacun d'entre eux, individuellement ou collectivement. Je prendrai pour ce faire comme support d'analyse la chanson Par correspondance, enregistrée en 1934 par Sablon avec Django Reinhardt, donc qui vise explicitement du côté du jazz et donc peut-être un peu du côté de l'Amérique. L'effet le plus frappant sur toutes les phrases A des refrains sans exception, et il y en a 12 des A dans la chanson en tout, c'est le recours à une sorte de fréquence pénale autour de 84 Hz, systématique sur toutes les syllabes par correspondance, son guttural profond d'assez forte amplitude, qui n'a aucune fonction harmonique ni mélodique, et qui correspond tout simplement à quelque chose comme le son le plus grave possible de la tessiture. Il se trouve que c'est un équivalent de Fa grave. Voici un exemple sur les 2 premiers A du premier refrain. J'apprends le tennis et la danse par correspondance et je fais des progrès immenses par correspondance. Voilà, on retrouve ce par correspondance sur les 2 A suivants. Cette petite récompense par correspondance me procure un plaisir immense par correspondance. Voilà. Donc là, sur ce point, il me paraît objectif que Sablon a emprunté à Jack Smith cette espèce de zone pédale de fréquence grave qui produit cet effet de profondeur veloutée de la voix masculine tel que la promeut le goût américain. Autre aspect que Sablon a proprement travaillé à emprunter à Jack Smith, l'imprévisibilité et l'indiscernabilité entre le déclamé et le chanté. Sur le 2e refrain, par exemple, Sablon passe imperceptiblement du déclamé au chanté sur 2 phrases symétriques. Alors, l'oreille a la tendance à reconstituer le bout de gamme ascendante que vous voyez là, de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol. Voilà. Sauf qu'en fait, il ne chante pas. C'est bien plus doux que l'on ne pense. Voilà. On pourrait le reconstituer, mais si je coupe le premier bout... C'est bien plus doux. C'est bien plus doux. Voilà, c'est juste une sorte d'interjection. Je vais perdre mon innocence. Voilà, si je coupe le premier segment... Je vais perdre... C'est pas du chant, c'est vraiment de la déclamation. Parfois, il l'inverse même, il commence à chanter et puis il affaisse le second segment. J'ai dû flétrir son impudence. Voilà. Son impudence. Son impudence. Ça n'a plus rien à voir avec la mélodie qu'il est censé chanter. Sur le plan du timbre, en revanche, Sablon est plus éloigné de Smith. Sa voix est plus soutenue, son vibrato n'est certes pas aussi systématique que celui un peu empoulé de Rudy Vallée, mais il est fréquent, il est moins rapide, plus serré, 4 oscillations par seconde avec une amplitude d'environ un demi-ton. Enfin, il développe assez nettement les harmoniques, notamment dans la zone des harmoniques 8 à 10. Point commun par contre avec Vallée, le refus de projeter la voix et une volonté évidente d'éviter au maximum le belting, même dans le haut de sa tessiture. Elle me rendait ridicule. Voilà. Donc Sablon a en commun avec Vallée la recherche d'une forme de préciosité et d'élégance à travers la légèreté de son timbre, mais cependant, il aime aussi parfois, un peu comme chez Crosby, forcer la voix, mais sans puissance, en créant une sorte de tension tout en souffle et en son plat dépourvu de vibrato. On observe alors un tassement des harmoniques vers les rangs inférieurs, allié aux inflexions par en dessous communes à tous les crooners sans exception, à quelques portamento, cet effet de voix soufflée ou voilée mise en tension dans une sorte d'enrouement artificiel produit un effet d'élasticité parce qu'on n'y discrimine plus les hauteurs successives comme autant de paliers qui auraient une fréquence précise. Et Sablon approfondit cette élasticité en n'hésitant pas à revisiter assez radicalement la mélodie. Elle m'a dit dans 5 cartes postales les mots affreux, les injures fatales. Donc là, à mon sens, il y a vraiment la trace probable du style de Bing Crosby. En France, on verra Charles Trenet à son tour reprendre directement cet effet de saturation un peu discrète de Sablon, qui fut son grand modèle et son grand rival. Enfin, à Crosby, Sablon emprunte aussi vraisemblablement ce que j'ai appelé le mordant yodelé, ici un ornement sur le mot point de l'ordre d'une tierce. Chaque lundi m'envoie quelques bons points. Point, voilà, c'est vraiment le mordant à la Crosby. Mais le plus remarquable chez Sablon, et j'en finirai là, c'est peut-être la conscience qu'il a intuitivement de ce que les styles conjugués des différents crooners qu'il a pu entendre et aimer repose d'abord sur une flexibilité intonative propre à la langue américaine, surtout chez Smith et Crosby, flexibilité qu'il faut donc chercher à recréer dans la langue française qui s'y prête peut-être moins.
Pour ce faire, Sablon n'hésite pas à prendre le contre-pied de la prosodie usuelle du français chanté, en accentuant et en survalorisant des syllabes censées être de simples désinences ou des finales muettes. Par exemple, sur le ralenti de la fin du deuxième couplet, il va déplacer l'accent tonique naturel qui correspond à l'aigu de la phrase, là, que vous avez ici, pardon pour les paroles sexistes d'époque, le sexe faible, d'accord, on a l'accent sur le faible, qui est la note la plus aiguë. Bon, bah lui, il va renverser tout ça, et ça devient ce que j'ai réinjecté dans une transcription traditionnelle avec les informations que me donne le sonogramme. Donc, une sorte de petit attaque par en dessous, un saut d'octave qui produit un effet de ghost note, qui va amener l'appui sur le temps et le contre-accent souligné par un vibrato qui n'est pas là par hasard. Donc le sexe faible, voilà, il le fait bien mieux que moi, évidemment. Le sexe faible m'intéresse. Et ce qui est drôle et un peu inattendu, c'est qu'il hybride cette américanisation ou jazzification de la langue française, il l'hybride avec des réflexes encore très français, un peu old school. M'intéresse, on dirait qu'il le chante comme un chanteur d'opérette, qu'il a d'ailleurs été avant d'être le chanteur que l'on est en train d'observer. Donc on voit bien à travers ces premières bribes d'analyse comparée du style vocal des trois crooners américains et celui de Sablon qu'il y a d'évidentes convergences et que Sablon s'est probablement approprié des traits stylistiques qui ont retenu son attention. Mais on voit aussi qu'il décelait un simple processus d'imitation unilatéral est compliqué, car d'une part le style des crooners américains n'est pas du tout homogène, comme on l'a vu, et d'autre part Sablon invente un style vocal, certes probablement imprégné de jazz et d'Amérique, mais également ajusté aux exigences d'une autre langue, la langue française, ce qui lui donne des particularités que ses homologues états-uniens n'ont pas, et dont il n'est pas absurde de penser qu'à leur tour ils ont pu chercher à le copier, comme le suggère l'admiration que la plupart, jusqu'à Frank Sinatra, professèrent pour Jean Sablon, Sinatra allant jusqu'à se présenter un jour à la radio comme le Sablon américain, tandis qu'on sait que Bing Crosby, de son côté, collectionnait pieusement les disques de Sablon. Malgré une qualité d'enregistrement souvent médiocre, les corpus sur lesquels je travaille, la source et le signal audio est un peu merdique, la séparation de sources qui permet d'isoler quand même la voix, les analyses de sonogramme qu'on peut désormais en tirer quand même, combinées à l'écoute et à l'analyse traditionnelle par biais de transcription que je crois qu'il faut continuer à utiliser quand même, tout cela ouvre désormais la porte à une compréhension plus fine de la circulation des éléments stylistiques vocaux à l'échelle transatlantique en ce début des années 30. Alors, à l'issue de mes premiers coups de sonde analytique, j'ai eu parfois l'impression que Sablon avait finalement recours à un répertoire d'effets stylistiques vocaux plus complet, plus diversifié, comme s'il faisait un peu le bilan de tous les autres, que les autres crooners américains observaient. J'ai eu aussi l'impression qu'il fallait attendre Sinatra, et donc le début des années 40, pour voir émerger l'équivalent américain d'un style de crooner aussi complet, d'un éventail aussi étoffé que celui de Sablon. Impression bien sûr à confirmer par des analyses un peu plus poussées, qui pourrait en tout cas nuancer l'idée selon laquelle la vocalité de Sablon témoignerait seulement d'un processus d'américanisation univoque et mimétique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et je m'excuse pour le forçage de ma voix, mais je ne l'ai pas encore complètement récupéré de ma quinzaine de Covid, où j'ai perdu un peu mes capacités respiratoires. Merci beaucoup. Juste un mot avant. Il y a un livre tout à fait étonnant de Bruce Johnson qui s'appelle The Inaudible Music, la musique inaudible, qui est en fait l'histoire du jazz un peu en Australie, mais où il nous apprend qu'en fait le crooning vient des femmes. Les premiers artistes de crooner, les premiers crooners étaient des femmes. Je l'ai noté. Oui, donc je ne le connais pas, je suis passé à côté. Non, mais je comprends. C'est pas un livre, mais c'est un livre étonnant. N'importe qui s'intéresse au jazz, le moindrement, devrait lire ce livre, mais on pourra s'en parler. Super. Mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je pensais qu'il y allait y avoir plus de fans de Sablon, mais oui, il y en a. On y va. Oui, c'était une réflexion sur le fameux par qui a noté très grave, parce que je pense qu'en fait, il est quand même produit, en termes de vibration des pivocaux, il est produit à l'octave, et qu'on peut installer en fait une petite apériodicité sur cette vibration qui va donner le sentiment que
que finalement c'est un son qui est produit une octave en dessous, mais en réalité je pense vraiment qu'il le chantait sur le Fa une octave au-dessus, et qu'il met une sorte de petit fry, mais voilà, pas si grave. Tu parles de Du celui bar, de Sablon, là, c'est ouais, ça, hein? Oui. Ok, et comment on peut en être sûr? Parce que moi, je me suis fié bêtement à la F0 qui me... Eh ben, il faut regarder le signal temporel. Ça sera tout de suite vu dessus. D'accord. Le signal temporel montrera. Ok. Alors, C'est parce que si c'est un vrai fry à 80 Hz, sur le signal temporel, vous verrez juste une impulsion, et puis sa réponse, puis une nouvelle impulsion, 1 sur 80 millisecondes plus tard. 1 sur 80 secondes plus tard. Mais en fait, en réalité, je pense que vous allez voir 2 impulsions. Ok, une plus grande que l'autre. J'avais quand même essayé de vérifier en me le mettant en boucle, en me mettant la demi-seconde en boucle, en l'écoutant, et puis en cherchant sur un clavier où était la hauteur. Et j'avais vraiment eu l'impression que c'était cette hauteur-là. Donc j'y ai cru. Effectivement, Perceptivement, c'est la bonne hauteur, en fait. Mais du point de vue du chant, oui, d'accord. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Là, on voit beaucoup de représentations en fréquence. Moi, j'appelle toujours à regarder quand même aussi la représentation temporelle du signal avec ses amplitudes, parce que si on regarde des choses très fines, on peut avoir des informations très intéressantes du côté du temporel. Ok, merci. Merci Nathalie. J'ai une question, moi, c'est à Nathalie. Est-ce que ça peut expliquer, parce que quand on a entendu, moi j'en revenais pas, qu'il était parfaitement juste une octave plus grave, et donc est-ce que ça pourrait pas expliquer ça, du fait que dans le fond, il fait la bonne note, mais qui génère comme une espèce de chant de gorge, on dirait, là, une octave plus basse, et que ça expliquerait que ça soit si juste? Tout à fait. Du coup, c'est facile pour lui de chanter ça. Parce qu'il va chanter, il va pas vraiment changer vraiment beaucoup ses cycles de vibration glottique. Par contre, perceptivement, ça va être très saillant. Merci. Mais par contre, je comprends pas l'histoire de l'octave. Attendez. Parce qu'il chante pas spécialement... Enfin, perceptivement, c'est pas une octave qu'on entend. Enfin, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que cette espèce de son par correspondance, qui est un son dont on a de la peine à identifier la hauteur précise, c'est l'équivalent d'un Fa, si j'en juge la F0, et que du coup, harmoniquement, il n'a pas de sens, ni mélodiquement. Il n'a pas de relation d'octave, il n'y a pas de saut d'octave avec la note qui vient après, il n'a pas non plus de signification dans le contexte harmonique. En fait, il doit sûrement, là, chanter un Fa3. Si on regarde du point de vue de sa vibration glottique, mais perceptivement, par cette alternance d'un cycle sur deux, on a cette détection d'un Fa2. Oui, d'accord. Fa2, Fa1. D'accord. Ouais. Mais il reste, quelle que soit son octave réelle, il reste quand même assez... c'est un objet trouvé, quoi. Je veux dire, il n'a pas de fonction harmonique, ni de fonction mélodique. Donc c'est vraiment quand même un pur effet de timbre, quelle que soit son octave, non ? Peut-être c'était pas cette note-là que j'avais entendue juste, mais en tout cas, je trouve cette explication-là vraiment intéressante. Oui, je vais la creuser de toute façon. Ouais. Oui, il y a une autre question. Alors déjà, pour rebondir sur cette question de comment étant donné que c'est à peu près toujours le même son, en fait, par correspondance, ouais. Le problème, c'est que j'ai du mal à penser qu'il chante un Fa une octave au-dessus et que perceptivement on l'entend en dessous, parce que ça n'a aucun sens harmoniquement. Est-ce que c'est pas simplement, justement, comme tu dis, un son trouvé qu'il extemporise comme ça à cet endroit-là, et que lui-même il sait pas quelle note il chante, il sait que la note qu'il chante, il la sent bien à cet endroit, ouais. Et c'est tout. Et c'est purement une condition physique, et pas une condition. Oui, je suis d'accord. En fait, je suis un peu, triste de ne pas pouvoir l'examiner plus subtilement, parce que je manque d'outils. Mais au fond, vis-à-vis de la question que je me pose, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir la réponse que tu viens de donner. C'est-à-dire que là, il y a de toute évidence un emprunt à un effet stylistique de Jack Smith qui est d'aller plonger quelque part où on se sent bien, avec un son un peu comme ça, guttural, profond, censé être un peu masculin, viriliste. Et ça me permet de tracer un peu
la circulation de l'emprunt. Il me semble que, quelle que soit l'explication, on peut au moins s'accorder sur le fait que c'est chez Smith qu'il l'a trouvé, quoi. Et au-delà de ce commentaire, j'avais une question par rapport à ce faible, cet accent renversé, qui, en l'entendant comme ça, je immédiatement pensé, oui, il swing. Oui. Il swing cette note. Et du coup, je me demandais si tu avais regardé du point de vue du placement rythmique ou pas du tout, si justement s'il y avait des décalages. Parce que là, en plus, tu nous as fait entendre que le signal de voix séparé, ce qui fait une excellente démo pour le système de séparation de sources d'Axel. Mais du coup, on n'a jamais pu entendre en contexte. Et je serais curieux d'entendre justement s'il a des décalages, des effets de swing ou particuliers par rapport à l'accompagnement ou pas. Ça, bon, d'une part, je ne l'ai pas fait parce que déjà j'étais un peu long sur le timing, et puis aussi parce que je me suis pas encore approprié ces outils. J'en ai longuement parlé avec Olivier Miglioré, qui nous a montré un peu son utilisation ce matin de IrCamBit là. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Mais ce qui m'a moi impressionné sur l'effet que tu mentionnes, le sexe faible, c'est qu'à cet endroit-là, c'est un moment où la rythmique s'arrête. Il y a une sorte d'effet de ralenti, de point d'orgue. Et en fait, même quand il n'y a que la voix, il n'y a pas de pulsation installée, donc on ne peut même pas tellement juger du placement par la pulsation à cet endroit-là. Il y a un effet de swing, comme tu le dis toi-même. C'est-à-dire que même sans pulsation, la façon dont il sculpte le phrasé, l'attaque, l'effet de ghost note, l'appui sur le temps et puis le contre-accent avec le vibrato qui arrive comme par hasard à cet endroit-là, tout ça, ça fabrique un phrasé swing presque indépendamment d'un référent pulsatoire finalement. C'est quand même assez surprenant. Est-ce que tu pourrais remettre le sonogramme justement de ça, juste parce qu'il y a une chose qui m'a... Après, il faut arrêter si on veut prendre la pause. Mais il y a une chose qui m'a intéressé dedans, c'est si on regarde justement sur le c'est de sexe, il n'est pas tenu. Et on a un effet comme ça de ta, le sexe fait. Oui. Et du coup, oui, il n'y a plus d'accompagnement, mais en fait, même sur des voyelles, il percussionne d'une certaine manière. Et c'est quelque chose pour le coup qui n'est pas rendu dans tes transcriptions où tu essayes de coller à la performance. C'est ces voyelles qui sont raccourcies et qui créent justement un effet rythmique qui fait passer justement en fait, je pourrais le restituer dans la transcription en écrivant ces croches-là comme 3 croches de triolet dont celle du milieu serait un silence. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un trou là dans le sexe faible, ça produit un tacatata, une triolisation, enfin une ternarisation de la pulsation. Merci bonne remarque, merci. Ok. On a encore le temps. En fait, j'ai levé ma... Est-ce que je peux on a encore le temps? Parce que moi aussi, j'ai demandé... Parce qu'on a dépassé déjà, mais ça dépend. Est-ce qu'on a une pause après? On veut revenir à quelle heure? Non, ça va. On peut prendre une question. On me dit une question. Ok, merci. D'abord, j'ai peur un peu. Ma question sera chronologique parce que vous mentionnez le Frank Sinatra. Même si Frank Sinatra vient un peu plus tard que ce chanteur français, vous connaissez déjà le Frank Sinatra qui est très connu pour l'utilisation assez très particulière à l'époque, qui a marqué à cette époque l'utilisation de microphones très particuliers. Donc, je me demande, dans ce cas, pour lui aussi, il ne faut pas... oui, je me demande, il ne faut pas considérer l'utilisation particulière de le microphone et même un caractère du microphone à l'époque, ou bien l'usage de microphone particulier n'aura pas influencé même la distribution fréquentielle du sonore quand on parlait de ça. C'était ma question. J'ai l'impression que je me demande la distribution fréquentielle du son qui n'aura pas influencé par l'usage particulier du microphone. Comme Frank Sinatra
Ouais. Tu aurait fait veux déjà. dire qu'il faudrait arriver à documenter quel type de micro chacun utilisait? Et l'utilisation. Parce que vous avez mentionné Frank Sinatra. La proximité, Oui, par exemple, moi je ne connais pas trop, mais en tout cas, Frank Sinatra est très connu pour l'utilisation particulière du microphone, ce qui permet vraiment de marquer cette époque et, comme le principal crooner de cette époque. Donc. Oui, mais alors là, j'avoue que je ne sais absolument pas comment m'y prendre pour. Parce que ça doit être influencé sur le son, la distribution fréquentielle. Non, pas vraiment. Si, c'est peut-être, mais là pour le moment, je suis pas capable Enfin, j'ai pas d'outils que je connaisse et que je maîtrise pour évaluer ces choses-là. Mais je suis preneur, hein, mais je suis démuni, quoi. On pourrait s'en parler, j'ai une idée. OK, on va s'arrêter là. C'est combien de temps la pause? On reprend à 17h. OK? Donc, merci beaucoup. En fait, ça devrait faire un projet de recherche-création. Vous avez une très belle voix, là. Un projet de recherche-création où on arriverait avec un équipement de